C'est qu'il a réussi, en fait, à donner le détroit d'Ormuz, un détroit qui a 20 à 25% des exportations mondiales de pétrole, il l'a donné à l'Iran. C'est la grande réussite de Donald Trump. Par contre, ce sera bien les reporters de BFM TV, c'est qu'ils arrêtent en fait de nous donner des informations et puis nous dire après qu'ils savent pas, parce que ça devient insupportable en fait. Dans ces cas-là, faites pas de chronique les gars. Les mecs, ils viennent dire quoi? Ils viennent dire, on sait que le bateau avait payé les fameux droits de douane, de péage, etc. Mais dans le même temps, on sait pas pourquoi il s'est fait tirer dessus. Les gars, si le bateau il s'est fait tirer dessus, c'est qu'il a pas payé les droits de douane ou qu'il est totalement à un endroit qui est illégal, d'accord? Ils se sont pas amusés à venir prendre des calaches ou je ne sais quoi et tirer sur le bateau juste pour le fun du bateau. Et en gros, les mecs de BFM, ils veulent vous faire croire que le bateau était en règle, mais ils l'ont tapé. Non les gars, si le bateau il s'est fait taper dessus, c'est qu'il n'était pas en règle. Arrêtez de nous vendre tout et n'importe quoi, parce que ça devient insupportable. Mais comme je disais, encore une fois, ça prouve l'échec total de Donald Trump dans cette guerre. Qui vient vous expliquer la veille que c'est terminé, qu'il a gagné, etc. Et le lendemain, l'Iran, ils en ont tellement marre de l'entendre brailler que eux, ils parlent pas. Ils balancent une fermeture du détroit d'Ormuz pour dire à Trump, écoute, tu nous casses la tête avec ta propagande américaine, on en a plein le cul. Le jour où tu arrêteras, peut-être qu'on pourra discuter correctement. Mais tant que ce sera pas le cas, on n'arrêtera pas. Il a zéro contrôle de la situation. Alerte info, un militaire français liquidé au Liban. On vient de l'apprendre il y a quelques minutes, mes amis. Florian Montorio, soldat de la FINUL, a été liquidé dans le sud Liban. En effet, mes amis, il y a quelques instants, on a appris donc qu'un militaire français a été liquidé, que 3 autres ont été blessés suite à une embuscade dans le sud Liban. La France est victime de ces alliances, mais surtout, toutes mes pensées, toutes mes prières vont vers Florian Montorio. Il s'agissait d'un soldat du 17e régiment du génie parachutiste de Montauban qui était déployé là-bas dans le cadre de la FINUL, une force d'interposition entre le Liban et Israël, et encore une fois, c'est la faute d'Israël. Parce que certes, le chef de l'État a d'ores et déjà pointé vers le Hezbollah. Écoutez bien cette phrase qui dit « Tout laisse à penser que la responsabilité de cette attaque incombe au Hezbollah ». Alors, très bien, mais c'est pas ce que dit la ministre de la Défense. Catherine Vautrin nous dit, elle, dans son long tweet, qu'il s'agit d'un groupe. Alors le groupe, on ne sait pas lequel, on ne sait pas à qui il est affilié, mais en tout cas, il s'agit d'un groupe. Ce qui est sûr, mes amis, c'est qu'il n'y aurait pas de FINUL, il n'y aurait pas de force des casques bleus au Liban s'il n'y avait pas des attaques israéliennes. S'il n'y avait pas eu encore récemment, regardez bien, ce bombardement de terreur, comme le dit d'ailleurs l'ancien chef de bureau de liaison de la FINUL, Philippe Sidos, un général qui, a priori, sait de quoi il parle. Parce qu'il n'y a pas de bombardement quotidien de Jérusalem par les Libanais, il n'y a pas d'attaque quotidienne de Tel Aviv par les Libanais, il n'y a pas d'invasion tous les 4 ou 5 ans de la part du Liban du territoire israélien. C'est bien toujours l'inverse. Alors évidemment, toutes nos pensées vont vers le sergent-chef Montorio, mais surtout nous n'oublions pas que la responsabilité de ce décès vient des autorités politiques. Bon courage à ceux qui vont survivre. Le pays qui dépense le plus d'argent dans son armée dans toute l'histoire de l'humanité ne parvient plus à nourrir ses soldats en opération. Voilà ce que des photos viennent de révéler. À bord de plusieurs porte-avions américains déployés en ce moment au Moyen-Orient face à l'Iran, des militaires témoignent de la même chose. Un des membres à bord a dit « On a constamment faim ». Les plateaux repas photographiés et publiés montrent 3 carottes bouillies, une tortilla nature, quelques éléments clairsemés. Des rations qui, selon plusieurs soldats, ne couvrent pas les besoins d'une mission en opération active. Voilà le contexte. Les États-Unis ont un budget militaire de 886 milliards de dollars en 2026. Ce sont les navires les plus technologiquement avancés de l'histoire militaire et ils opèrent dans une zone où le détroit d'Ormuz est sous tension maximale, ce qui perturbe les routes maritimes, y compris les chaînes logistiques de ravitaillement. Budget record, puissance de feu inégalée, mais des soldats qui signalent des pénuries alimentaires en pleine mission. Une armée qui ne peut pas nourrir ses hommes dans une zone de tension active, c'est soit un problème logistique qu'on va corriger en 48 heures, soit un signal sur quelque chose de bien plus profond. Ce qu'on choisit de voir dans ces photos change tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Ils ont gagné, mais tout ce qu'ils voulaient gagner dans cette guerre, et je pense qu'on est qu'au début, parce qu'il va y avoir une levée de ces sanctions, vous verrez. La Russie a vu la levée de ces sanctions économiques par rapport au fait que il y a des pays européens qui ont été rechercher du pétrole en Russie alors que depuis l'invasion en Ukraine tout ça s'était arrêté. Donc indirectement la Russie va ressortir gagnant de cette guerre entre les États-Unis et l'Iran. Et de l'autre côté vous avez la Chine qui a donc aidé en soum-soum un petit peu l'Iran. Comme d'habitude les Chinois sont très forts pour ça. Ils viennent dire que c'est pas vrai mais faut pas trop qu'ils nous prennent pour des abrutis quand même.
Et eux, en soi, ils vont négocier leur pétrole dans une toute autre monnaie que le dollar, hein, parce que là, maintenant, les rumeurs commencent vraiment à devenir plus que des rumeurs. Il faut savoir qu'il y a du pétrole qui s'échange entre l'Iran et la Chine dans une toute autre monnaie que le dollar, et ça, les Américains, ils vont pas aimer du tout. Parce que ça risque de se généraliser, les amis. Hein. Les transactions avec l'Inde, avec le Pakistan, etc. Tout va se faire dans une autre monnaie que le dollar, et ça a déjà commencé. Donald Trump a ruiné l'hégémonie occidentale qu'on nous vendait encore dans tous les médias de l'Occident. On voit aujourd'hui que les puissances économiques, elles sont au Moyen-Orient, mais qu'en plus, les pays qui étaient les pays détestés de l'Occident, hein, c'est-à-dire le trio Iran, Chine, Russie, mais va ressortir de cette guerre. Mais les gars, mais c'est même plus avec la médaille d'or. C'est une dinguerie, je sais pas si vous vous rendez compte, mais une levée des sanctions économiques pour la Russie, alors que la guerre ne les concerne même pas à la base, mais c'est même plus une victoire, les gars, c'est une Champions League. Et de l'autre côté, vous avez l'Iran qui risque de finir cette guerre avec également une levée de ses sanctions économiques. Mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer, mais c'est de la folie, hein. Peine ouvert et déjà refermé. L'Iran vient d'offrir une humiliation monumentale à Donald Trump, qui jubilait déjà et faisait des annonces depuis hier. L'Iran a montré que c'est lui qui contrôle la situation. Mesdames et messieurs, il paraît que l'Iran est en train de se balader avec l'âme de Donald Trump. Ils en font de ça ce que bon leur semble. Ils ont prouvé aux États-Unis que c'est eux qui contrôlent la situation. Il y en a certains qui ont commencé à jubiler. Oh, les États-Unis contrôlent. Oh, les États-Unis sont en train de faire soumettre l'Iran. L'Iran a donc prouvé que ce n'est pas à cause de la faiblesse de son économie ou alors du fait que son économie a un problème qu'ils ont réouvert le détroit d'Ormuz. Venez donc ici m'expliquer comment est-ce qu'aujourd'hui l'Iran a la capacité d'ouvrir le détroit d'Ormuz et de le fermer comme bon lui semble. Et personne ne peut rien faire. Ceux qui jubilaient donc, je vous annonce que l'Iran a refermé à son gré le détroit d'Ormuz. Comme pour dire quoi, la situation est totalement gérée par les maîtres de Téhéran. Ça fait mal, n'est-ce pas? Maintenant, que va dire Donald Trump encore? Quelle annonce va-t-il faire? Cela fait à peine quelques heures qu'il avait jubilé. Maintenant que l'Iran a refermé le détroit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vont-ils aller le réouvrir par force? Ce qui jusqu'ici, depuis un mois de fermeture, n'a pas été possible. Donc l'Iran a donc prouvé que l'Amérique ne peut rien faire d'autre que de se tenir à 400 km du détroit d'Ormuz et d'instaurer sa part de blocus. Les Iraniens ont tant bien déclaré qu'ils attendaient les Américains sur le sol iranien. Attente qui n'a pas de suite jusqu'à présent. C'est là où les Iraniens les attendent, sur le sol iranien. Et ils ne veulent pas y aller. Et pourquoi? Donc, je vous ai dit ici que l'Amérique dans cette histoire n'a rien gagné. Ils ne peuvent pas brandir à ce jour une preuve de leur victoire en Iran, si ce n'est humiliation après humiliation. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'aujourd'hui, l'Iran annonce la réouverture du détroit d'Ormuz? À peine quelques heures, il le referme après les déclarations jubilatoires de Donald Trump. Ils ont jugé bon de le refermer pour prouver au monde qu'on peut humilier l'homme soi-disant le plus puissant au monde. Que sa puissance ne reste plus que sur un papier. Et c'est ce qu'on est en train de constater. La puissance américaine aujourd'hui, semble-t-il, reste sur le papier. Ils n'ont aucune force. Ils sont impuissants. Voilà donc que l'Iran a fermé ses détroits. Allez donc m'ouvrir, vous les Américains, ce putain de détroit. Allez l'ouvrir. Comme vous dites, Donald Trump, à un moment donné, a été allé jusqu'à dire qu'il allait le baptiser le détroit de Trump. Comme vous dites quoi, il prendrait tellement le contrôle qu'il en ferait ce que bon lui semble. Depuis un mois incapable. Que faites-vous à 400 km du détroit d'Ormuz? Rapprochez-vous, allez là-bas, prendre le contrôle. Et là, on verra donc la puissance américaine. Mesdames et messieurs, sortez de l'illusion, sortez de la rêverie, sortez d'Hollywood. Une artère vitale pour l'économie mondiale. Le rapport de force n'est plus ce qu'il était depuis les un années 90. point de passage stratégique par lequel transite une partie du pétrole acheminé dans le de monde façon entier. claire et factuelle, peut-être ne peut pas battre les États-Unis sur tapis vert. Mais les coups que l'Iran est en train de porter aux États-Unis, ça montre à suffisance que les États-Unis ne sont plus aussi tout puissants qu'on nous l'a laissé penser depuis des décennies. Et ça, vous devez l'admettre. Cela doit être accepté de tous. Aujourd'hui, c'est clair.
L'Iran a perdu en ressources humaines, en infrastructures. Mais détrompez-vous, ils vont reconstruire. Ils ont un esprit résilient. Et cet esprit résilient, ils l'ont cultivé depuis des décennies dans leur idéologie. Donc pour eux, ça ne dérange pas qu'ils aient des pertes parce qu'ils savent une guerre, ça a des pertes. Il y a des pertes en vie humaine côté iranien, mais aussi des soldats américains dont Donald Trump et les États-Unis doivent rendre compte. Et ça, on ne veut pas en parler. Combien de soldats américains sont décédés dans cette histoire? Et combien de bases américaines ont déjà été vidées aujourd'hui? Est-ce que ça, on en parle? Sur la région du Golfe Persique, en Arabie Saoudite, à Oman, au Qatar, combien de bases militaires américaines sont restées simplement une coquille vide à l'heure où on est en train de parler? La victoire de l'Iran, puisse-t-elle être symbolique, vous l'admettrez d'un jour comme un autre. Si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. L'Iran essaye par tous les moyens de bloquer les États-Unis pour qu'ils n'aillent pas dans l'Indo-Pacifique, mais malheureusement, ils vont partir. La question, c'est de savoir qui va gérer le nouveau Moyen-Orient en l'absence de la grande puissance américaine. Pour savoir à qui les Américains ont délégué la gestion du nouveau Moyen-Orient, je vous ai préparé une petite carte et on va voir ça ensemble. Le Moyen-Orient est assez compliqué. De plus, l'Amérique est occupée. Elle a besoin de prendre ses forces pour ensuite les déplacer sur d'autres théâtres, quitter l'Europe, le Moyen-Orient pour aller dans l'Indo-Pacifique. Tout comme les parents qui doivent aller au travail mais qui ne peuvent pas laisser les enfants seuls à la maison parce qu'ils sont pas majeurs, les États-Unis ont besoin de déléguer à une personne responsable, dans ce cas-ci un État responsable capable de gérer les conflits en son absence. Donc, zoomons un petit peu sur le Moyen-Orient. Pour les États-Unis, il y a deux enfants qui sont très perturbants. Il y a Israël et il y a l'Iran. Et ces deux-là, ils font beaucoup de bêtises et ils embêtent pas mal leurs voisins. Donc on ne peut pas déléguer la puissance à seulement Israël. Ça risque de péter. Les États-Unis ont besoin d'une alliance capable à la fois de contenir l'Iran et à la fois de faire pression sur Israël. Là qu'émerge le STEP. Le S du STEP est composé de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est un pivot économique de cette région. Son poids économique, sa position géopolitique entre les deux détroits, et sa maturité étatique lui permet d'être un allié fiable selon les États-Unis. Mais le problème, c'est la question militaire. Elle n'est pas assez armée pour faire face ni à Israël, ni à l'Iran. C'est pour cela que les États-Unis vont faire appel à un autre État qui, lui, a le moyen. La Turquie. La Turquie est inclue dans l'OTAN en Europe. Mais le problème, c'est qu'elle est aussi insérée dans le Moyen-Orient. La Turquie occupe une position très versatile parce qu'elle peut être à la fois un allié pour l'OTAN et aussi un allié pour le nouveau Moyen-Orient. Militairement, économiquement, elle est assez efficace. Elle arrive à faire contrepoids face à Israël. Le E vient d'Égypte. Pourquoi l'Égypte? Parce que l'Égypte a un rôle très important puisqu'il y a le canal de Suez. Ce canal de Suez est vital pour les personnes qui se trouvent au Moyen-Orient, mais également aussi pour les pays européens et même pour tout simplement le commerce mondial. Et enfin le P du Pakistan. Le Pakistan, pourquoi? Parce qu'ils ont déjà la bombe nucléaire, donc ils ont la capacité de projeter leur puissance. Et parce qu'aussi le Pakistan a signé un accord avec l'Arabie Saoudite pour élargir tout simplement la bombe atomique. Face à l'Iran, on a le Pakistan et la Turquie au nord. De plus, le Graal pour Israël, ce serait que l'Arabie Saoudite signe l'accord d'Abraham. Et rappelez-vous, dans cette région, la région est structurée par le corridor IMEC, le corridor qui connecte l'Azerbaïdjan à l'Italie, et tous ces nouveaux projets qui sont en train d'être matérialisés. Le but pour les États-Unis, c'est de créer une interdépendance pour que ces pays-là n'aient pas à s'affronter. Et les gardiens de ce nouvel ordre, ce sont ces 4 pays, le STEP. Et d'ailleurs, ces 4 personnes ne sont pas choisies au hasard. Ces 4 pays se sont retrouvés en Turquie, justement, lors d'un forum diplomatique. En résumé, les États-Unis créent un nouvel axe sunnite qui va du Pakistan, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et Turquie. Et quand on prend l'ensemble, on a les accords d'Abraham qui structurent le nouveau Moyen-Orient. Ensuite, on a le STEP qui, lui, va structurer la défense du nouveau Moyen-Orient et supervisé par le Board of Peace. Voilà, mon camarade.
Nous l'avons appris et nous avons la confirmation par des organismes d'observation de ce qu'il se passe en matière maritime dans ce détroit d'Ormuz, notamment par un organisme britannique, organisme très sérieux, qui a confirmé qu'effectivement 2 patrouilles armées des Iraniens de la Révolution islamique, donc iraniens, avaient attaqué, avaient tiré sur un navire, un pétrolier sous drapeau indien qui tentait de franchir le détroit d'Ormuz. On ne sait pas encore dans quelle direction, s'il tentait de le franchir en direction du golfe Persique ou en direction du golfe d'Oman, mais effectivement, on voit bien que cette attaque armée d'un pétrolier indien, eh bien, illustre cette extrême tension. On a appris par ailleurs que ce pétrolier avait auparavant fait les demandes nécessaires au régime, comme cela avait été exigé par le régime et par les Iraniens de la Révolution, avait fait les demandes pour pouvoir traverser, franchir ce détroit d'Ormuz. Il en reste que ces 2 patrouilles armées d'Iraniens de la Révolution ont attaqué ce navire. On ne sait pas complètement les circonstances avec précision. On ne sait pas si ce navire a fait demi-tour. On ne sait pas s'il y a eu des blessés. Des avions, les missiles, les avions, comment vous appelez ces avions-là? Les F-15 ou les F-16. Alors, ils ont essayé de... L'image, parce qu'actuellement, il est en conflit direct avec le Vatican. Il a un problème avec le pape Léo. Tous les jours, quand il se réveille, il l'insulte. Mais moi, j'ai compris que ces attaques contre le pape, c'est fait de façon volontaire pour détourner l'attention des gens sur les vrais sujets dont les Américains ont besoin. Parce que Trump est très fort dans la manipulation communicationnelle. Il est très fort dedans. Alors, ceci dit, il dit, je bloque le détroit. Mais je voudrais vous faire écouter quelque chose qui m'a amené à réfléchir. L'assassinat du président John Kennedy. On se posait la question, est-ce que c'est parce que Kennedy voulait apporter la paix, donner plein de pouvoir aux Noirs, au même titre que les Blancs, tout ça, il y avait un peu ça déjà. Mais alors, quand j'ai entendu l'assassinat, si vous voulez, ce qui a été dit sur le petit Eric Kirk, qui était un conseiller de Trump, très dynamique dans les campus, très activiste, très écouté, et il mobilisait des millions. Et c'est lui qui a porté toute cette jeunesse-là à la victoire de Trump, Eric Kirk. Il paraît qu'il était fervent défenseur. On a su que lorsque le directeur du contre-espionnage, du contre-terrorisme de la Maison-Blanche, quand lui il a démissionné, c'est lui qui a vendu la mèche que Eric a été assassiné parce qu'il voulait que Trump reste à l'écart des provocations, des querelles et des guerres d'Israël. Et chaque fois qu'il rencontrait le président et que le sujet était évoqué, il disait toujours, président, non, concentre-toi sur le mandat que les Américains t'ont donné. C'est-à-dire America First. Laisse Israël se débrouiller seul. Et quand la jeune dame noire, Candace en parlait, elle en parlait, elle disait que son assassinat a été orchestré et ordonné. Parce que le monsieur qui a démissionné, là, qui était le responsable du terrorisme de la Maison-Blanche, le directeur du terrorisme, il dit que l'ordre a été donné d'arrêter toutes les enquêtes sur l'assassinat du monsieur. Et les Américains ne savaient pas ça. Je crois qu'il a démissionné le mois dernier. Le mois passé, ça fait bientôt un mois qu'il a démissionné. C'est là que les Américains découvrent que, effectivement, que les enquêtes ont été biaisées par la Maison-Blanche. Donc, ce qui corroborait tout ce que la jeune dame là disait, elle disait que le gars, c'était un assassinat qui a été ordonné.
et que la femme du monsieur était impliquée dans l'assassinat. Aujourd'hui, tout le monde lui donne raison au regard de ce qui sort aujourd'hui. Et quand j'ai écouté ceci de John Kennedy, il a dit, laissons Israël se battre seul, une guerre interminable, luttons pour qu'il y ait 2 États voisins, un État palestinien avec les pleins droits et un État israélien avec les pleins droits. Il a dit ça juste avant d'être assassiné. Donc en réalité, quand vous regardez les différentes assassinations, c'est ça non? Assassinat, ou bien, comment on dit? Les petits vont sortir quand il a dit mauvais français. Bon. Assassinat, c'est ça? Assassination, ça c'est Keïta. Assassinat, ça c'est le Robert, dictionnaire, c'est pas ça? Bon, je m'en fous du Robert. Assassination, pire, tu n'es pas d'accord, tu sors de quoi dire, je m'en fous. Donc, les différents assassinats qui ont eu lieu au niveau de la politique américaine, du président jusqu'à un certain niveau, on s'est rendu compte que c'est chaque fois que les gens s'opposent à Israël, les gens s'opposent au... Malgré les cessez-le-feu, l'Israël est en train d'obliger plus d'1,2 million de Libanais à quitter leur domicile. Parce que l'Israël se venge d'une attaque contre une colonie israélienne en terre libanaise. C'est ça le banditisme d'État. Et Erdogan dit, ce que nous avons fait en Libye, ce que nous avons fait au Haut-Karabakh, on va refaire la même chose en Israël. Et on va venger le peuple palestinien. Les peuples palestiniens, j'en parle pas, tout le monde sait ce qu'ils ont vécu depuis des décennies. Je pense que c'est le peuple le moins chanceux de l'histoire de l'humanité, vraiment. Voilà un peuple qui est exterminé, tué, bombardé, les enfants tués comme pas possible. Et c'est comme si bombarder la Palestine aujourd'hui, c'est comme prendre un jeton ou bien une boule, tu fais du bowling, tu jettes. Voilà. C'est exactement ça que l'Israël prend. Et moi, ce que je dis, c'est que est-ce que il n'y a pas quelque chose qui est senti que l'armée israélienne qui est considérée comme une armée invaincue est en réalité une armée qu'on peut vaincre. Et la Turquie, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois. La Turquie qui s'arme de plus en plus et de manière beaucoup plus rapide. Ils ont maintenant des productions de drones en série. Nos drones qui personne maintenant ne peut douter sur leur efficacité. Et ils sont équipés auprès des riches. Des Russes, il y a quelques mois, leur système S-300. Et au-delà de ça aussi, est-ce que vous savez que si on parle du point de vue du nombre de personnes envoyées dans les contingents de l'OTAN, la Turquie est le premier pays. Donc c'est un gars qui connaît très bien ce pays-là, connaît très bien l'OTAN, connaît bien le matériel de l'OTAN, connaît bien les failles et les forces des équipements de l'OTAN. Donc j'attends de voir, mais j'espère pas qu'ils iront en guerre. Je pense que c'est juste une menace comme ça pour les obliger à arrêter de bombarder les pauvres populations du Liban et surtout de la Palestine. Surtout de la Palestine. Il y a un serpent à double tête. Je ne sais pas, dans les films, vous voyez souvent, les films bizarres, vous voyez les serpents à double tête, c'est pas ça? Un serpent à double tête. Voilà 2 États génocidaires et criminels, assassins, qui ne respectent pas le droit, qui pensent que ce que eux ils décident, c'est ça le droit. Les États-Unis et Israël, le serpent à double tête. Mais ce serpent-là, il n'a pas été décrit dans le Coran, mais ce serpent a été décrit dans la Bible. Le Léviathan. Ah, allez-y lire, le Léviathan c'est quoi?
Vous voyez, il y a une sorte de résurrection des condamnations de Dieu. Nous sommes en train d'assister à ces choses-là. Mais je vais m'arrêter un peu. Vous avez vu? Bon, j'espère que les chrétiens vont m'excuser un peu. Mes frères chrétiens, vous allez me pardonner un peu. Alors, le président Donald Trump s'est présenté comme le Christ. Je suis sûr que vous avez tous vu les images, j'ai pas envie de vous présenter les images. Et quand on lui a posé la question, il a essayé de détourner en disant, « Wow, ah, non, je pense que c'est quelqu'un qui a fait ça, il a voulu me présenter comme un docteur qui soigne. » Mais quand tu dis comme un docteur qui soigne, on sait comment les docteurs s'habillent, non? On est tous allés dans les hôpitaux une fois. On sait comment un docteur s'habille. Mais quand vous regardez l'image là, et puis quand vous regardez ce qui est entre ses mains, vous avez l'impression qu'il a cette lumière qui est là, l'onction, et puis il met sa main, et puis regardez l'accoutrement. Et puis en plus... Et les États-Unis, parce que le Liban fait partie du deal. Et comme je vous disais, c'est une énorme masterclass de l'Iran depuis le départ, et ce qui se passe en ce moment l'est encore plus. Je vous expliquais il y a très peu de temps que le blocage américain est complètement inutile parce que l'Iran a pris le contrôle total du détroit d'Ormuz et de l'économie mondiale. Depuis le début, les États-Unis se sont ramenés pour faire une guerre militaire pendant que les Iraniens avaient prévu depuis des décennies de créer une guerre économique pour justement se confronter aux États-Unis en direct. Ils savaient que militairement, ils auraient du mal à tenir, mais économiquement, ils ont détruit tous les alliés des États-Unis et d'Israël. Pourquoi je vous dis que c'est une masterclass? Parce qu'aujourd'hui, une fois que les États-Unis vont partir, le monde ne sera plus jamais comme avant. On a compris que le détroit d'Ormuz, il était sous contrôle iranien total. Il y en a qui jugeront ça complètement illégal, qui disent que le détroit d'Ormuz, il appartient à tout le monde, que les eaux internationales n'appartiennent pas à un pays. Mais on a vu aujourd'hui que la moindre emmerde sur l'Iran bloquait 25% du pétrole mondial. Donc on peut dire aujourd'hui que quoi qu'il arrive, au moment où les États-Unis repartiront, tout le monde aura dans le coin de la tête que l'Iran possède en gros le droit de bloquer un détroit qui exporte 25% du pétrole mondial. Donc ce n'est plus du tout la même chose. Et c'est là que l'Iran a gagné sa guerre. Mais ils l'ont vraiment gagné parce que là... Et on a eu la confirmation du ministre de l'économie française qui est venu nous expliquer qu'il paye des droits de péage aujourd'hui à l'Iran pour faire passer des pétroliers, pendant que BFM TV et CNews Merde venaient nous expliquer que ce n'était pas vrai, que c'était de la désinformation et qu'on disait n'importe quoi sur les réseaux. Donc encore une fois, on voit bien que c'est les chaînes mainstream qui vous mentent toute la journée. Et le fameux blocage américain, lui, il sert à rien parce que de toute façon, les pétroliers, ils ont déjà payé les droits de péage à l'Iran. Donc quoi qu'il arrive, l'Iran là-dessus, ils ont gagné. Est-ce que l'Iran continuera de proposer des droits de douane et de taxes, péage, vous l'appelez comme vous voulez, une fois que les accords de paix seront signés? On le saura très vite. Mais en tout cas, croyez-moi, ça refroidira tous les pays de l'OTAN qui voudront s'en prendre un jour à l'Iran. Les États-Unis auront montré aux yeux du monde entier que l'Iran est aujourd'hui un pays hyper puissant et que tu peux pas partir en guerre contre eux. Parce que si les États-Unis n'y arrivent pas, en gros, personne n'y arrivera. L'autre masterclass dans cette guerre de l'Iran, c'est le fait d'avoir isolé les États-Unis du monde entier. Leurs seuls amis qui restent, c'est Israël. Et Israël s'est complètement fait isoler également. Et il y a énormément de pays en Europe aujourd'hui qui vont supprimer leurs accords de défense et leurs accords économiques avec Israël. Il faut savoir qu'il y aurait possiblement 26 pays européens sur 27 qui vont arrêter leurs accords économiques avec Israël. Donc là, c'est un énorme coup de la gueule de Netanyahou et de son pays terroriste. Son gouvernement terroriste, pardon. Faut faire attention aux mots qu'on emploie. Donc quand Trump viendra t'expliquer qu'il a gagné la guerre, les gars, vous êtes plus dupes. Je pense que tout le monde a compris que l'Iran a gagné et que le monde va perdre quoi qu'il arrive parce que tout va augmenter dans nos vies, que ce soit le pétrole, le prix de la bouffe, etc. Même à l'après-guerre, les gars, vous n'êtes pas prêts des augmentations qu'on va avoir et de la baisse de pouvoir d'achat qu'on va avoir. Donc on peut dire que l'Iran a clairement gagné cette guerre haut la main. Merci Donald Trump d'avoir niqué nos vies encore plus qu'elles le sont aujourd'hui. L'incident survenu le 9 avril dans la région du Golfe Persique, près du détroit d'Ormuz, a été confirmé par la Navy américaine qui parle donc d'un simple crash. Ce drone de haute altitude est l'un des plus coûteux et avancés de l'arsenal américain. Cet événement s'inscrit dans une série de pertes américaines.